Non, il était mis, il est possible de joindre dépollution, respect du commun, socio-environnementaux et croissance. Cela se fait beaucoup hors Occident. Chez nous, cela suppose que partis, syndicats, ONG même se détachent du rapport de pouvoir. Sommes-nous citoyens responsables de la panne, je pense, du discours particratique et des mythes entretenus par ceux-là? Il faudrait 20 ans pour arriver à zéro déchet. À quand la décision? Ben, c'est vrai. Et on boira un petit coup après d'ailleurs, Olivier. C'est pour cela, enfin, il y a pas mal de questions, mais c'est pour cela que certains enjeux de gouvernance et que certaines mesures prennent beaucoup d'ampleur pour l'instant dans le champ politique. J'ai essayé dans la conférence de base d'être le moins partisan possible parce que je pense que dans le contexte, et notamment sur une telle encyclique, on doit sortir de l'aspect politique-politicien. On n'est pas là pour vendre sa soupe ou bien pour essayer de faire la publicité d'un parti ou de quelque chose. Donc moi j'essaye souvent quand je suis devant des étudiants, j'essaye de dire que la politique, vous savez, il y a deux définitions à la politique. Hein. Il y a l'aspect de gérer la police, la cité, et donc la gestion de la cité, et puis aussi la relation entre les personnes, les interactions, de voir comment nous pouvons structurer les différentes interactions entre les personnes. Moi, je crois que pour l'instant, et c'est pour cela que l'encyclique me passionne à ce point-là, nous avons quelque chose qui est très complexe, c'est le temps économique, le temps politique et le temps environnemental, ce ne sont pas les mêmes. Surtout en Belgique, où on vote très souvent. Et donc, c'est-à-dire qu'il est très difficile de prendre des décisions qui sont tout à fait impopulaires. Et je suis bien placé pour en parler à des moments donnés. Même lorsque vous avez 2 années sans élection, de plus en plus de partis, et Écolo est passé par là à différents moments, tout en essayant de marquer une forme de différence. Mais de plus en plus, on dit un peu ce que les citoyens ont envie d'entendre, plutôt, par exemple, que d'oser mettre sur la table des questions qui font polémique. Je vous en donne 3 qui me passionnent, mais que je n'ai pas osé mettre sur la table à l'époque. Pourquoi? Il y en a qui le savent, mais pourquoi est-ce qu'on hérite si tard, par exemple? Et donc, à un moment donné, voilà, c'est absolument génial le vieillissement de la population, l'espérance de vie et tout, mais ça a pour effet immédiat que nous avons de plus en plus de générations qui ont des énormes difficultés au moment où ils ont besoin d'argent. Maintenant, on hérite à 60, à 55, à 60 ans, à la limite quand on est en fin de carrière professionnelle, lorsque la maison est déjà payée, lorsque les enfants ont fini les études. La vie a évolué et certains modes de pensée et certaines relations n'ont pas évolué là-dessus. C'est des questions tout à fait taboues dans certains secteurs, mais qu'on doit pouvoir mettre sur la table parce que c'est de l'argent qui ne circule pas des endroits où ils sont très utiles. Ça permet de ne pas enrichir les banques. Moi, j'encourage de plus en plus tous les gens que je connais de dire parlez en famille. Demandez un prêt à vos parents et remboursez sans intérêt et remboursez-les tous les mois pour qu'ils aient de quoi vivre aussi, pour qu'ils puissent aller en vacances, qu'ils aient des loisirs, etc. Et pendant ce temps-là, vous ne payez pas, même s'ils sont faibles, les taux d'intérêt à des banques et c'est de l'argent qui, à quelque part, est utile. Mais c'est le genre de débat très, très positif. On peut aller beaucoup plus loin sur, par exemple, la taxe au kilomètre parcouru. Vous payez un aspect forfaitaire pour votre voiture. Et c'est très différent si on est en ville ou bien si on est en province, mais c'est tout à fait impopulaire à un moment donné de dire si on paye vraiment selon les kilomètres qu'on fait et non pas une taxe forfaitaire. Je suis certain que 90% des personnes dans l'église feront des économies si quelque part c'est une taxe sur les kilomètres qui est réellement parcouru, mais il y a le mot taxe au début qui n'est pas du tout populaire, qui pendant une élection peut empêcher de gagner des voix. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin de faire des alliances ou bien de se mettre à plusieurs pour poser des questions qui sont extrêmement compliquées. Le problème, c'est qu'il faut des scandales pour l'instant pour pouvoir prendre des mesures qui sont assez radicales. Je suis liégeois, j'y retournerai, je suis bien placé pour en parler et tout n'est pas caricatural ni mauvais, mais c'est certain qu'on voit des aberrations. Et donc, Olive, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est toujours le débat entre est-ce qu'il faut être révolutionnaire ou bien être évolutionnaire. Est-ce qu'il faut essayer de pouvoir convaincre le plus grand nombre pour faire des réformes ou bien essayer d'imposer? Moi, j'ai souvent reproché à un moment donné à Écolo qu'il était un peu trop moraliste. Que quelque part, il faisait la leçon, il se disait on a raison, on se rend compte qu'on va dans le mur, on va devant une catastrophe écolo, et donc on va imposer à tout le monde un mode de vie qui ne passait pas parce qu'à un moment donné, ça donnait l'impression que ça allait demander. Vous êtes en train de vous dire si je réponds si longtemps à toutes les questions, on est parti pour la nuit. Hein. Ça, je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Mais voilà. Et donc, il faudrait 20 ans pour arriver à zéro déchet. Ça pourrait aller même beaucoup plus vite.
Mais souviens-toi, les écotaxes, donc à l'époque, moi je me souviens très bien de Spadel venait d'investir dans des chaînes pour faire uniquement des bouteilles en verre. Il y a eu un mouvement à Solvay, un mouvement syndical gigantesque pour dire non, on doit défendre le PET et les bouteilles en plastique. Résultat des courses, on a fait des bouteilles en plastique qui en Belgique ne sont pas consignées alors qu'elles le sont en Allemagne et aux Pays-Bas. Par contre, Spadel a été cherché, pour rappel, Spadel vient de sortir de bourse à un des meilleurs taux de réalisation. C'est un capital uniquement familial et à tous les marchés du nord de l'Europe et tous les marchés allemands grâce à leurs bouteilles. Mais ça a été 20 ans trop tard pour le score des colos en 91. Ça, c'est un autre débat. Alors, il y a une question concernant les aînés, qui sont un peu nombreux aujourd'hui, en effet, et généralement dans l'Église d'ailleurs. Qu'est-ce que les aînés que nous sommes, pour la plupart, peuvent encore faire pour aider à la résolution des problèmes environnementaux, sociaux, dans notre civilisation? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Oui. Alors, vous allez croire, attention, minute démagogique. Et donc, non, vous allez croire que je flatte l'auditoire ou quoi, mais je pense que vous sous-estimez très très fort le besoin qu'ont les jeunes générations d'avoir des repères, d'avoir de l'expérience, d'avoir tout simplement des aspects pratiques. Ça existe sûrement en Gain, mais nous on a une association qui s'appelle Entrage et c'est 2 rencontres par mois, mais ça apprend à des jeunes à bricoler, à réparer. On fait un repair café, ce sont les aînés qui viennent, c'est pas uniquement des vélos, etc., qui viennent très régulièrement expliquer plein de points. Tout en évitant ce que les ados refusent d'entendre, de dire de mon temps on faisait ça, de mon temps, ce qu'ils n'arrivent plus à entendre. Déjà, moi, quand je leur explique que, enfin, moi à la maison, moi je prends des douches bouillantes parce qu'à la maison on avait un bain pour les 4. Donc, moi j'étais le plus petit, donc je devais rentrer dans l'eau bouillante parce que l'eau devait rester chaude pour mon père. Et je sais que certains l'ont connu, donc maintenant je ne sais pas prendre une douche en dessous de 40 degrés parce que j'étais habitué comme ça. Mais on prenait un bain tous les samedis, point. Et donc, j'explique à ma fille que quelque part, maintenant on se lave les cheveux tous les jours. Et parce que si on arrive avec les cheveux gras à l'école, on est ringard et qu'on apparaît idiot, etc. Mais enfin, vous rigolez pour l'instant parce que votre première facture de régularisation d'eau, elle a déjà été impressionnante, hein, et vous avez sûrement consommé un petit peu moins qu'auparavant. Je vous préviens déjà que dans 3-4 ans, on aura le même débat avec l'eau qu'avec l'électricité. Et encore une fois, on vit en Belgique. Donc on va devoir à un moment donné aussi retourner aux gants de toilette, à l'évier, sans que ce soit ringard, sans que ce soit parce que ce serait une nécessité économique, et de dire qu'on ne se portait pas plus mal, qu'on n'était pas moins malade et qu'on n'était pas plus sale, etc. Et donc, moi, je pense à un moment donné aussi que vous avez un rôle, que nous avons un rôle, puisque je suis senior, enfin non, nous allons être seniors dans quelques mois, officiellement, oui, mais enfin, au football, je le suis déjà. Donc, non, mais non, beaucoup plus sérieusement, je disais à M. le doyen en aparté que ce qui est gai dans des soirées comme ceci, c'est justement, moi je trouve que c'est de plus en plus difficile d'avoir des conversations profondes, des conversations en dehors des machines électroniques, en dehors des appareils connectés, de pouvoir lire, de pouvoir prendre du temps de partager. Alors c'est compliqué de ramener des jeunes dans l'église, mais c'est la même chose. C'est tout aussi compliqué de ramener des jeunes dans le Patros, tout aussi compliqué de ramener des jeunes à part dans des grands mouvements scouts qui marchent. C'est très compliqué d'amener des jeunes dans le syndicat. Il n'y en a pratiquement plus dans ceux qui arrivent. C'est très compliqué de trouver des délégués de classe. C'est très compliqué des engagements, tout simplement. Et donc, déjà, la première chose à transmettre, c'est de dire la politique, elle commence dans sa maison, dans son quartier, dans l'école, dans un engagement. Et retrouver les valeurs de l'engagement, retrouver des valeurs de prendre des risques, c'est extrêmement important. Pour les solutions de la planète, expliquer tout simplement plein de petites choses de bon sens, apprendre à coudre plutôt que d'acheter une nouvelle jupe, plein de choses. Moi, je suis fasciné. Et alors, nous avons fait avec les maisons, avec plusieurs maisons, avec plusieurs institutions, il faut savoir à quel point les jeunes adorent voir comment était par exemple la commune il y a 20-30 ans. Donc ils sont en train de faire le tour de tous les anciens commerces avec des cartes postales et de voir. Et puis, parce que nous avons un énorme problème à Amay, au-delà du fait qu'on vit entre Liège et Namur, je ne vais pas vous parler de ma commune, je sais que ça ne va pas vous intéresser des masses, mais on n'a plus de magasins, entre guillemets, on a des grands centres commerciaux à l'extérieur et on a pratiquement tous nos magasins qui sont vidés du centre-ville.
Or, et c'est là que c'est très important, les aînés reviennent dans le centre-ville, c'est-à-dire qu'ils quittent les maisons, ils n'ont pas envie d'être en périphérie et demandent pour venir réhabiter les appartements à l'intérieur de la commune. Et qu'est-ce qu'on voit? On va revenir des boucheries, on va revenir des boulangeries, on va revenir des épiceries. On a un marché qui explose pour l'instant avec des marchands de fruits et légumes, avec un fromager, avec un poissonnier. Et donc, des jeunes sont extrêmement intéressés de voir les modes de consommation aussi, parce que, pour rappel, vous allez être plus que majoritaire dans moins de 10 ans. Et ça aussi, ça demande une autre réponse de la société. Ce n'est pas uniquement, je vous le disais en boutade sur la fête, avant, je termine par là, mais c'est vraiment important, j'ai oublié de le dire dans la conférence, mais avant, on étudiait jusque maximum 18 ans, mais souvent jusque 16 ans, on travaillait pendant 45 ans, et puis on vivait 5 à 10 ans. Et la Sécu, elle repose sur ce modèle-là. Aujourd'hui, on étudie jusque 24-25 ans. On travaille toujours 40 ou 45 ans, et puis on vit 20, 25, 30, 35 ans. Et on vit de mieux en mieux, c'est-à-dire avec beaucoup plus de possibilités physiques et y compris beaucoup d'utilité. Donc de pouvoir réfléchir de nouveau, des bénévoles, de l'utilité, donner des savoirs, transmettre, même venez travailler à la commune. Moi j'ai plusieurs, pour l'instant, mes cars, ils sont conduits par des aînés bénévoles qui conduisent les enfants, ils adorent ça, ils échangent, ça marche super bien et ça me coûte beaucoup moins cher que de prendre par intérim. Par ailleurs. Puisqu'on terminait sur du concret, mais dans un programme politique idéal, mettons, quelles seraient les options pour les pauvres que vous auriez? Concrètement, dit-on, concrètement. C'est-à-dire les options pour les pauvres, concrètement. Qu'est-ce qu'on ferait? C'est un beau débat. Ça peut être vaste. Non. Moi, la première base pour moi, c'est d'abord le logement. Et donc, de petites expériences de communes très fragilisées, si vous voulez remettre le pied à l'étrier, si vous voulez permettre à quelqu'un de... Attendez, d'abord, je vais faire une ellipse. Je me rends compte que je ne finis pas mes phrases. Mais le plus important, c'est de distinguer ce qui va être assistance à ce qui va être émancipation. Pour moi, c'est un thème fondateur de ma pensée politique. C'est-à-dire que le but n'est pas d'aider le pauvre pendant 40 ans à pouvoir, à un moment donné, moins mal vivre. Le tout, c'est de donner des moyens à une personne qui peut le faire, et j'insiste bien qui peut le faire parce que tout le monde ne peut pas le faire, et ce n'est pas une question de compétences intellectuelles ni rien, c'est des questions, ça peut être des questions de santé, ça peut être des questions d'handicap, ça peut être des questions socio-professionnelles, ça peut être différentes questions, et donc il ne faut pas être caricatural, mais c'est très très important aussi de donner des moyens de reprendre pied dans la vie. Pour reprendre pied dans la vie, surtout quand on est dans l'extrême pauvreté, la base des bases, c'est le logement. Encore une fois, je parle de ce que je connais, je ne sais pas ce qui se passe à Enghien. Chez nous, société de logement, 14 communes, 1000 dossiers en attente. J'avais des logements d'urgence et de transit. Il y a 10 ans que je suis bourgmestre. Je n'ai jamais dépassé les 10 demandes par mois. Ce mois-ci, nous avons 89 demandes. Alors, si on me dit qu'il n'y a pas une explosion de la précarité pour l'instant, je ne sais pas dans quel monde on vit. Ça dépend dans les endroits, mais en tout cas, chez nous, c'est tout à fait une explosion. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a dissolution de la solidarité familiale. C'est le premier point. Moi, ça me marque très très fort. C'est un décès dans la famille. On renonce tout de suite à l'héritage parce qu'on ne sait pas s'il a fait des dettes ou pas. Et donc, c'est la même chose. Et il faut se rappeler qu'auparavant, le CPS, il ne peut intervenir que si, même quand on est majeur, que si les responsables de la famille, y compris au tribunal, ne permettent plus à la personne membre de la famille de pouvoir subvenir à ses moyens. Et donc, de plus en plus, on voit des procès, etc. Plus, alors, je vous parle évidemment de toute l'évolution des familles et beaucoup de sujets. Bref, toujours est-il qu'en demande de logement, y compris à proximité des lieux d'école des enfants, ça explose. On ne sait pas retrouver du boulot, on ne sait pas retrouver un équilibre ou bien pouvoir s'acheter les médicaments ou bien avoir une alimentation saine si on n'a pas un logement qui ne coûte pas trop cher. Et je suis désolé, mais on le voit dans beaucoup d'endroits pour l'instant. On ne s'adapte pas non plus à l'évolution de la société en matière de logement. On a continué de faire les mêmes types de logements. On a de plus en plus besoin de logements pour des personnes individuelles. Et à l'inverse, on a besoin de logements pour des familles recomposées aussi avec beaucoup de chambres. Et donc l'offre de logements qui n'est pas uniquement des logements sociaux. Je parle aussi bien de par différents biais de privés qui peuvent mettre des logements, etc. On n'a pas une vision globale. Premier point. Deuxième point, évidemment, par rapport aux gens, c'est, moi je l'ai toujours dit, le choix écologique.
il doit être le choix le moins cher. Pour l'instant, l'écologie est encore réservée à des personnes qui en ont les moyens. Il y a eu de gros efforts qui ont été réalisés, mais la bouffe bio, ça ne doit pas être réservé uniquement à des gens qui ont de l'argent, de la bouffe de qualité. Je pense qu'il y a vraiment eu des efforts qui ont été réalisés. Une voiture hybride, une voiture électrique, elle coûte 2 fois le prix d'une voiture essence qui consomme beaucoup. Une maison passive ou une maison basse énergie, elle coûte plus cher qu'une maison habituelle. Un logement social, pour l'instant, n'est pas équipé d'efficacité énergétique maximum. On isole, mais on ne va pas plus loin. Donc il y a encore énormément de travail à faire, y compris d'ailleurs pour que ce ne soit pas la spirale infernale, c'est-à-dire qu'ils soient doublement pénalisés après par les charges. Mais c'est une question vaste, quelles options pour les pauvres, évidemment. Dernier point, donc en économiste traditionnelle, vous répondrez, lui donner du boulot. Mais je vous ai dit tout à l'heure à quel point je ne pense pas qu'on arrivera encore au plein emploi. Et donc, je pense qu'on doit avoir des réflexions globales sur des revenus. Alors, je ne suis pas non plus pour l'allocation universelle parce qu'une allocation universelle à 1 000 euros, je serais d'accord. Mais hélas, je pense qu'avec les dominantes politiques actuelles, on risque plus d'aller vers une allocation universelle à 300 euros et puis d'encourager les gens à aller vers le CPS. Et donc, je pense qu'à un moment donné, que ce soit d'ailleurs pour des pensionnés, ou bien que ce soit pour des jeunes, il faut un montant de base qui soit un montant qui permet de vivre décemment, qui peut être augmenté par après, par le boulot ou bien par différentes activités. Merci. Il y a 2 questions qui se recoupent à peu près. D'abord, est-ce que cela signifie, face aux défis écologiques, de diminuer les niveaux de consommation drastiquement au point d'arriver à de la décroissance? Et ensuite, une question plus générale sur la politique, sur la pertinence de la démocratie. La démocratie n'est-elle pas le moins bon système de gestion politique pour faire face aux défis écologiques et surtout pour proposer, faire accepter des solutions réelles par la population? Là, vous en avez peut-être déjà parlé en disant qu'on ne peut pas imposer, en démocratie en tout cas, les solutions les meilleures. Et voilà, donc la première question, c'est est-ce que nous allons vers de la décroissance, est-ce qu'il faut y aller? Comme certains sont déjà dévoilés dans l'Assemblée, c'est souvent un débat où je suis polémique à l'intérieur même de ma propre formation. Mais, je ne suis pas un décroissant radical. Et donc moi je pense qu'il faut beaucoup de décroissance dans beaucoup de secteurs, il faut des croissances très rapides dans certains secteurs. Ce qui est certain, c'est que... j'en suis une victime aussi, c'est qu'à l'insu de notre plein gré, nous sommes nous-mêmes victimes de toujours plus de besoins dans certains secteurs. Et c'est pour cela que l'encyclique a mené une réflexion morale, une réflexion de débat, tout simplement, de sens, et donc de se questionner. Je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais 6 GSM à la maison, moi. J'ai gardé les anciens dans des tiroirs, et puis on a dû racheter un nouveau, etc. Je me suis dit, oula, moi, enfin, et on peut prendre différents exemples sur le sujet. Ce qui est certain à un moment donné, c'est que dans des secteurs clés, une utilisation beaucoup plus parcimonieuse, beaucoup plus utile, de retourner vers des besoins de base. Alors, je suis toujours prudent. Pourquoi? Parce que j'ai été traumatisé au début de ma présidence par cette image moralisatrice, je l'ai dit tantôt, mais que nous pouvions avoir, et notamment par rapport à la fiscalité. Alors, je fais le lien avec la question suivante sur la démocratie. Il faut savoir qu'une taxe environnementale, par définition, elle est biodégradable. Et donc, non mais c'est vrai. Donc la fiscalité, le but, c'est d'encourager des comportements. Alors, c'est pour ça la démocratie. Vous avez toujours 2 façons, quand vous êtes politique, de pouvoir amener des populations et surtout des masses à aller vers un comportement. Soit vous les obligez, ils râlent, mais ils ont des amendes s'ils ne le font pas. Soit vous les encouragez, ça s'appelle les incitations, ça coûte très cher à l'État et parfois ça n'amène pas les résultats souhaités. Tous les gros fours récents d'écolo, c'est parce qu'on a mal mis le curseur sur ces questions-là. Les panneaux photovoltaïques, à un moment donné, il fallait pouvoir se rendre dépendant à un moment donné d'énergie fossile, donc il fallait faire plus de panneaux photovoltaïques. On a mis des incitations gigantesques, et puis à un moment donné, ça a coûté très cher. On s'est rendu compte qu'on avait un contrat qui n'était pas rempli avec le citoyen qui râlait à juste titre. On peut faire la même chose avec, j'ai parlé tout à l'heure des écotaxes, sans qu'il y ait un débat
avec des entreprises qui produisaient jusque-là du plastique et tout. On a dit du jour au lendemain, dorénavant, la bouteille en plastique coûtera 5 francs belges, c'était juste 5 francs belges à l'époque, coûtera 5 francs belges de plus que la bouteille en verre. Ça a été très mal reçu parce que ça a été reçu comme quelque chose de dogmatique par rapport à un bilan carbone. Le tout, c'est de trouver le juste milieu. Et donc l'outil fiscal, il doit pouvoir encourager certains comportements. Et j'en reviens sur ma décroissance. Le problème très souvent de mouvements ou bien de penseurs décroissants, c'est qu'ils donnent l'impression qu'on va retourner à l'autre source, qu'on va retourner vivre dans la caverne, qu'on va devoir s'éclairer à la bougie et qu'on va vivre en pleine austérité, ce qui passe très très mal dans des jeunes générations en plus à qui qui est en train de grandir en plein cœur du luxe, puisque, comme je le dis souvent, là, vous avez vu que la Belgique était le 7e pays du monde pratiquement où on vivait le mieux pour l'instant. Et donc, il va y avoir pour moi un besoin qui va être intellectuel et qui va être collectif, de se rendre compte qu'on va aller vers de la décroissance, mais surtout qu'on vit mieux. Et donc l'enjeu, c'est de se dire, je prends souvent l'exemple, moi j'ai une Canadienne chez moi pour l'instant qui vient de Colombie-Britannique, elle est à 6 heures de l'Alaska, et en arrivant, on s'est dit, on va lui montrer Paris, on va lui montrer Londres, on va lui montrer l'Espagne, on va lui montrer toute l'Europe, etc. Et on va, parce qu'elle ne sera pas là longtemps, elle prenait un plaisir fou à faire un jeu de société, à pouvoir discuter du mode de vie autour d'une table et à vivre un carnaval sans pour cela faire des centaines de kilomètres. Elle nous expliquait que chez elle, voilà, il y avait évidemment énormément d'hectares derrière la maison, mais à quel point la rivière, à quel point des bois lui manquaient. On a vraiment beaucoup appris par l'échange et les gosses ont passé beaucoup moins de temps sur leur tablette, sur leur machine et ont beaucoup plus joué avec elle dans le jardin, aller lui montrer les fagnes. On est allé faire du traîneau, ce qu'on n'avait plus fait depuis 5 ans parce qu'elle était là. Et ils se sont dit, finalement, c'est gai. Et ils ont préféré beaucoup plus d'aller à Montmartre que d'aller à Euro Disney. Et si vous leur demandez maintenant, ils préféreront aller se promener dans Paris plutôt que de dépenser beaucoup d'argent. Et bizarrement, on a eu une discussion par après avec les enfants sur, vous vous rendez compte de ce que ça coûte, etc. Et moi, je pense, je suis un éternel optimiste, mais je crois vraiment qu'il y a vraiment une grosse partie de jeunes de population qui est prête, qui se rend compte qu'on retrouvera beaucoup plus de plaisir parce qu'on ne sait plus boire un verre dans les cafés sans qu'il y ait des bagarres, on a besoin d'aller dans des dancing, etc. Et je crois qu'on va revenir à des modes collectifs parce qu'on a besoin de retrouver des modes collectifs. Alors je me rends compte que je contourne la question sur la décroissance. Vous aurez remarqué que je ne suis pas à l'aise sur la question depuis très longtemps. Parce que je pense effectivement qu'il faudra un gros mouvement de décroissance dans beaucoup de secteurs, et notamment dans pas mal d'industries traditionnelles, mais qu'on va avoir besoin d'une croissance gigantesque. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'industrie de la construction, d'une construction plus écologiste. On a besoin de peinture, de produits chimiques qui soient de la chimie verte. On va avoir besoin de remplacer tout à fait tous les produits qui sont faits à base de pétrole. Vous savez que pratiquement tout ce que vous avez sur vous est fait à base de pétrole. Et donc, même si on a retrouvé quelques endroits, mais que ce soit vos vêtements, que ce soit les sacs, que ce soit plein de matières, et on a la même chose avec les terres rares, donc l'ordinateur, le GSM maintenant, on voit à quel point des pays s'enrichissent très très fort, le Kazakhstan, la Chine, mais ces terres ne sont pas inépuisables non plus. Donc on va avoir besoin de retrouver des alternatives. Donc je crois qu'il va y avoir une énorme croissance dans certains secteurs, mais heureusement une décroissance dans des secteurs qui produisent énormément de déchets, puisque je fais le lien comme ça avec le pape, mais le plus impressionnant, c'est évidemment la production massive de déchets et l'argent jeté pour rien du tout. Alors, j'ai éludé la démocratie, mais on ne coupe pas la parole à un doyen. Oh non, mais si vous pouvez couper. Non, on ne coupe pas. Je vous répondrai après. Vous avez 2 questions anguienno-anguiennoises. Je veux dire que ça concerne des éoliennes qu'on veut mettre. Alors, il y en a une qui fait le parallèle entre cette situation et le Guatemala, où un futur barrage hydroélectrique ne donnera pas d'électricité aux Mayas. Quelle solidarité exercer avec eux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et il ajoute, ou elle ajoute, je ne sais pas qui a posé la question, et nous, une éolienne nous dérange. Et puis, autre son de cloche, face à un incident critique, un méga-projet éolien dans notre jardin, moins de 500 mètres de l'habitat, comment voyez-vous la tension et la relation en même temps entre politique et citoyen? Donc voilà, ça c'est une question qui part
d'un drame anghiénois. Ah, mais qu'on peut relier tout à l'heure à la démocratie sur les consultations. Bon, je reviendrai quand même sur démocratie et gouvernance mondiale un moment, hein, mais pas tout de suite. Bon, première chose, je ne voudrais surtout pas mettre à mal mes amis qui sont dans l'Église. Produire des énergies renouvelables, attendez, je vais vous faire ça autrement. Quand on va plus vite que l'Europe ou quand on veut aller trop vite par rapport à des objectifs, c'est ce qu'on avait fait à l'époque de Francorchamps, on se prend une claque à juste titre. L'éolien onshore, c'est pour être des bons élèves, mais ça reste minime par rapport à d'autres projets de production d'électricité qui pourraient être beaucoup plus efficaces, mais qui coûtent beaucoup plus d'argent, demandent des gros investissements et qui demandent plus de motivation. Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut rien faire, et pour ne pas être hypocrite, moi dans ma région j'ai une association qui s'appelle Vendraison, qui critique même quand l'éolienne est à 1 kilomètre de certains endroits, parce qu'il dit c'est quand même très moche une éolienne devant l'abbaye de Floreffe, c'est inimaginable, c'est la valeur paysagère, ce n'est pas l'impact du bruit. Je suis désolé, mais si vous allez en Galice, si vous allez en Toscane, sur la route entre Volterra et San Gimignano, vous allez voir des éoliennes devant les magnifiques villes toscanes, ça ne pose pas de problème. À l'inverse, je sais que ce projet-ci ne tient pas compte du tout des normes que nous avons. Là, je rechange de casquette, je suis désolé, mais j'étais président quand on a mis des normes, notamment pour permettre de dire qu'il faut faire des énergies renouvelables sur le territoire, mais à condition de respecter certaines conditions de bien-être des habitants. Et si on a fait un cadastre et si on a mis des zones pour qu'elles puissent être à certains endroits des habitations, c'est pas pour qu'elles soient contournées par une autre région. Et donc, à juste titre ici, si ça ne respecte pas la législation wallonne, vous avez des droits de recours et des droits d'aller en conflit d'intérêts avec éventuellement une autre région, parce que ça ne le supporte pas et que ça fera un effet contre-productif. Troisième chose, encore une fois, moi je crois beaucoup plus à la grande centrale solaire qui sera au milieu du Sahara et qui va amener des grands réseaux d'électricité vers l'Europe, parce qu'il n'y a pas de raison que l'énergie nucléaire soit hyper connectée, qu'on ne réussisse pas à interconnecter des énergies renouvelables. J'ai eu la chance d'aller à Copenhague et à Malmö et de voir les éoliennes offshore. Et donc là, par contre, notre potentiel en mer du Nord, il est gigantesque et ça amènera, effectivement, ça demande de l'argent pour amener des réseaux, pour amener des câbles dans le pays, mais ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que je pense que nous n'arriverons jamais aux objectifs qu'on s'est fixés sur le territoire wallon parce que le territoire est trop petit. Si on était au Canada, si on était en Russie, moi dans toute ma région on ne sait pas en mettre parce qu'on a l'aéroport qui est juste à côté, donc sur 30 km on ne sait déjà pas mettre d'éoliennes. Et donc voilà, les éoliennes onshore, c'est quelque part, c'est pas le meilleur moyen, même si c'est une des solutions, mais c'est pas un des grands moyens. Regardez bien, je vais encore dire un gros mot, mais là, vous savez que pour faire la transition écologique qu'on va devoir faire, on ne le fera pas sans les grands. Et si on continue à faire les cow-boys et les Indiens, et donc, vous savez que j'ai créé l'Empiris. Et je sais que beaucoup de gens se sont énervés quand l'Empiris a été racheté par Total en disant c'est un peu le petit fournisseur d'électricité sympathique qui est revendu aux grands méchants pollueurs dans le monde. Mais moi, je me souviens avoir été manifesté devant le patron de Total à Bruxelles, et puis il m'avait convoqué dans son bureau quand j'étais président de parti, et c'était encore Thierry Demaret qui invitait. Et je pense que toutes ces actions qu'il y a eu sur les boycotts par rapport aux Indiens Mapuche, par rapport aux grands gazoducs qu'on faisait passer à travers les réserves, par rapport à des terres qui étaient complètement asséchées, ça les a très très fort marqués. Deuxièmement, ils se sont rendus compte que l'avenir n'était pas uniquement dans le fossile et qu'ils devaient absolument partir sur de l'expérience, sur des gens qui pouvaient faire du renouvelable et qui en avaient l'expérience. Moi, je les ai rencontrés au moment du rachat de l'Empiris et très sérieusement, leur enjeu, c'était, moi je l'ai toujours dit, si on a un total qui passe de 99% gros pollueurs à 90% gros pollueurs, ça va faire beaucoup plus que des petites initiatives pelliculaires qui nous donnent bonne conscience mais qui ne sont pas assez efficaces. Donc ce que je disais tout à l'heure, on a besoin d'initiatives locales, mais on a besoin aussi de convaincre des très très grands et des très très gros. Aux États-Unis, quand il y avait George Bush, les États-Unis n'ont jamais été aussi vite
dans la transition écologique, notamment en Californie. Si vous allez à San Francisco aujourd'hui, vous devriez aller voir la ville de San Francisco qui est largement en avance, mais il y a des villes qui sont comme Londres, qui est pratiquement avec objectif zéro carbone. Et donc, vous avez eu des transitions aux États-Unis de maires, d'entreprises, d'entrepreneurs qui se sont dit, puisque les politiques ne bougent pas, eh ben, nous, on va bouger sur le terrain. Et j'en reviens comme ça, je fais le lien sur démocratie. Est-ce que c'est le bon système par rapport à l'écologie? Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir une organisation internationale écologiste, de la même taille que l'ONU. Si on l'a créée pour qu'il y ait la paix dans le monde, comme à un moment donné, quand on a voulu créer l'OTAN, et l'ONU par après, puisque l'OTAN, c'est uniquement autour des États-Unis. Si on a fait une organisation pour les droits des enfants, etc., à un moment donné, il va falloir structurer beaucoup plus au niveau mondial. Mais je pense que la démocratie reste le moins mauvais système politique aujourd'hui, a fortiori avec les mouvements sociaux. Je suis désolé, mais et je sais que ça ne va pas être populaire, mais le pire qui puisse se passer pour l'instant, on le voit à un moment donné, c'est justement qu'il n'y ait plus de filtre, qu'on n'ait pas tous les arguments dans le débat. Moi, je suis un grand fan des référendums, des consultations populaires, lorsque on a toutes les données pour pouvoir vraiment bien se positionner, pour pouvoir vraiment bien trancher. Lorsque je souhaitais qu'il y ait le droit de vote à 16 ans, ce n'est pas du tout parce que les jeunes votaient écolo et parce qu'ils étaient jeunes, c'était pour qu'on oblige dans les écoles à faire du débat en 5e et 6e secondaire, parce qu'on se rend compte, vous pouvez faire le test avec tous ceux que vous connaissez, moi j'en ai qui sont presque en réto, un jeune en réto aujourd'hui ne connaît pas la différence le Parti socialiste, le Parti libéral, le Parti démocrate humaniste, le Parti écolo, le Parti du FDF, parce que dans beaucoup d'écoles on disait amener la politique au sein de l'école, ce n'est pas bien, ça va être partisan. Moi je ne demande pas que ce soit des hommes politiques qui aillent vendre leur soupe, je raconte toujours cette anecdote-là. On a été à Charleroi avec Paul Magnette, c'était Charles Michel, Melchior Wathelet. Et ils ont voté juste avant qu'on fasse le tour des classes. Il y avait plus de 30% Front National. Et puis, on a passé toute la journée, non pas deux par deux dans les classes. On ne faisait pas des débats contradictoires, mais on répondait aux questions. Combien est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous avez un chauffeur? C'est quoi la différence entre vos programmes? C'est quoi la base? Comment est-ce que vous êtes créé, etc. Et puis, ils ont revoté en fin de journée. Le Front National n'a plus que 5%. Il a fallu une journée dans l'école pour faire diminuer de 25% le taux de rejet vers l'extrême droite. Ça m'a toujours marqué. Et Paul Magnette le cite souvent en télévision parce que ça nous a tous marqués. Ça veut dire que la plupart des votes aujourd'hui sont ignorants, soit parce qu'on ne discute plus de politique avant d'aller voter, soit parce qu'on fait ce qu'on appelle le syndrome de la table renversée, c'est-à-dire que finalement l'establishment, les institutions, les politiques, c'est tous les mêmes, tous pourris, ils ont tous de l'argent, et donc on va renverser la table. Le problème, c'est que quand on renverse la table, on ne sait pas comment on la remet droite. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est très très bien de dire on va voter Marine ou bien on va voter pour le PTB par exemple, et après, je veux dire, il faut gouverner après, il faut pouvoir gérer. Et donc, ce qu'il faut beaucoup plus, c'est impliquer les personnes qui le souhaitent, parce que j'en ai beaucoup de gens qui ne veulent pas non plus participer à la vie politique ou bien aller dans des conseils communaux. Mais par exemple, un contrat de gestion de la RTB, c'est mieux que ce soit fait par des utilisateurs plutôt que par des députés. Un contrat de gestion à la SNCB, c'est bien que les utilisateurs du train, que les travailleurs, et donc notamment les accompagnateurs de train, etc., puissent participer à l'évaluation du contrat de gestion et pas uniquement 10 députés qui, pour la plupart, enfin 8 sur les 10, ont en tout cas un chauffeur ou bien n'ont jamais pris le train dans leur vie pour pouvoir en parler. Et donc, c'est tout ça qu'il faut faire. C'est là qu'il y a de plus en plus un fossé qui s'agrandit. C'est quand on voit qu'on parle de choses qu'on ne connaît pas bien et qu'on s'exprime dessus. Et donc, dans la démocratie doit-elle être renouvelée? Oui. Et a fortiori aussi dans les mouvements qui ont porté très très haut un renouveau ou bien faire de la politique autrement. Et donc parce qu'il y a des nouveaux médias qui permettent d'avoir une plus grande participation, parce qu'on peut beaucoup plus s'informer, mais bien s'informer. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je connais énormément de jeunes qui voient le titre Facebook du Gorafi, qui sont persuadés ou bien de Nord Presse, qui sont persuadés que ce sont les vrais titres de journaux et que c'est la vraie actualité. Donc il y a vraiment un enjeu pour moi qui est majeur là-dessus, autour de l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux, qui est justement de garder un certain niveau d'excellence dans de l'éducation, dans des échanges, dans de l'information, a fortiori politique, pour ne pas avoir un nivellement par le bas. Mais c'est un très très beau débat. Mais donc pour moi, la démocratie représentative reste le meilleur système aujourd'hui. On peut évidemment attester, il faut lire le livre de Van Reybrouck, il peut y avoir des tirages au sort pour participer à des sessions. Mais donc on doit mettre de l'oxygène dans le système démocratique, on ne doit surtout pas rester dans la tour d'ivoire, mais il faut
faut voir aussi le danger de une personne, un avis égale une décision. Moi, je le teste au niveau de la commune. Il va y avoir des travaux dans la rue. Je réunis les habitants de la rue. Est-ce qu'on met des pavés? Est-ce qu'on met du béton? Est-ce qu'on met des clinkers? Ça commence déjà bien là, hein. Et quand on évite l'empoignade dans la salle du conseil et qu'on réussit à trouver un consensus, on a déjà fait un grand, grand pas. Donc imaginez pour retrouver une solution à Bruxelles-Vilvoorde à un moment donné dans les négociations. Donc il reste de la marge. C'est un peu pareil dans les paroisses quelquefois. C'est vrai. Et une dernière question qui est plus personnelle, alors vous y répondez si vous voulez, et puis comme vous voulez. Moi, je me contente de la transmettre. Comment transparaît votre côté chrétien dans votre travail politique? Il y a deux réponses. Il y a la réponse objective qui, je l'espère, participe à mes valeurs profondes et en tout cas qui continue d'alimenter ma réflexion et notamment lorsque je me sens fragile, que ce soit en termes de conviction, en termes d'humanisme ou bien en termes de retourner à mes sources. Mais alors c'est tout un grand débat et donc vous savez qu'en 2010 j'ai fait cette interview et puis après c'est vrai que j'étais porte-parole de 10 000 membres. J'en parlais tout à l'heure. Moi, j'avais choisi ce mouvement notamment parce qu'à l'époque, on n'avait pas un sac à dos. C'est-à-dire que j'y rencontrais des métallo-FGTB, j'y rencontrais des croyants, j'y rencontrais des catholiques, j'y rencontrais des personnes qui n'avaient pas de conviction. Et on se mettait d'accord sur... on trouvait un consensus et on portait des combats qu'on estimait être d'actualité sans avoir pour cela des obligations d'appartenir à un pilier à un moment donné qui nous obligeait à le faire. Et bizarrement, c'est lorsque... et donc c'est toute la différence du débat entre neutralité, laïcité, respect des engagements, la place de l'écoute, aller plus loin que le cliché qu'on peut avoir sur des croyants musulmans ou bien sur des intégristes, sur tous les excès qu'il peut y avoir dans certains courants religieux, y compris dans une laïcité organisée, moralisatrice, qui devient beaucoup plus revendicative à un moment donné que certains courants religieux dans leurs excès. Et donc le tout, moi j'ai toujours aimé les endroits où on respectait la différence. J'ai choisi d'aller à l'ULB justement parce que j'avais été élevé dans un milieu chrétien et que je voulais être capable moi-même de me faire mon propre jugement. Et donc c'est un paradoxe et de faire moi-même mon doute sur ma foi, mais j'en suis sorti conforté et beaucoup plus que ma famille. Ça veut dire que mes croyances sont profondes et j'essaye en tout cas que mes valeurs adhèrent au maximum à l'Évangile. Alors monsieur le doyen, un des prédécesseurs de Monseigneur Van Kessel que vous avez connu me disait que j'étais un catholique à la carte. Donc il a mis ça un jour dans un journal en disant que parfois je choisissais, puisque par ailleurs, comme président de parti, j'ai porté certaines questions qui n'étaient pas populaires au sein de l'Église. La question de la fin de la vie, ou bien la question notamment de... J'y ai fait allusion, j'ai essayé d'être subtil tout à l'heure en faisant une allusion sur il va vraiment falloir que l'Église s'empare à un moment donné du problème démographique, non pas en faisant du malthusianisme dans certains pays africains, mais en osant parler évidemment à un moment donné de pilules et de différents moyens de contraception dans certains pays. Ça devient un enjeu qui est écologique et où j'espère que notre pape, avec sa modernité, permettra notamment de le faire percoler pour aussi éviter des drames environnementaux et écologistes. J'ai essayé d'être subtil tout à l'heure en parlant pour ne pas ouvrir des fronts, mais ça, ce sont effectivement mes limites. Je n'ai aucune limite et plus je vieillis, plus mes convictions sont profondes et mes valeurs tirées de l'Évangile intenses. Par contre, dans l'application de certaines règles du programme, et il y a quelque chose qui m'a marqué, puisque j'ai été président du Conseil de la jeunesse catholique et du Conseil de la jeunesse d'expression française, j'avais été très très interpellé par le taux de suicide dans les communautés homosexuelles, notamment chez les plus jeunes. Il faut savoir que chez les jeunes homosexuels, le taux de suicide est 6 fois supérieur à des jeunes hétérosexuels par la difficulté de pouvoir en parler, par la difficulté, mais c'était il y a en 97, hein, donc on a fortement évolué depuis, mais parce qu'on ne pouvait pas en parler au sein de la famille, parce qu'on ne pouvait pas en parler dans des milieux, voire à des amis. On a fait tout un travail à l'intérieur des organisations de jeunesse là-dessus, notamment des patrons, les scouts, au Conseil de la jeunesse catholique, pour permettre, si on ne pouvait pas en parler au sein de la famille, d'en parler à son animateur, d'en parler à son voisin, d'en parler dans des équipes. Et
je pense, je n'ai pas refait l'étude, mais je sais que le taux a fortement chuté en osant tout simplement pouvoir en discuter et avec des personnes qui n'osaient plus se cacher. C'est le genre d'action qui me conforte fortement dans la capacité notamment de tous les chrétiens d'être modernes. Et c'est pour ça que votre invitation et que l'encyclique du pape, je trouve notre pape extrêmement moderne, qui met à l'ordre du jour des questions qui jusque-là étaient tues. Elles étaient connues, mais elles étaient tues par les hauts dignitaires de l'Église, et c'était de plus en plus difficile, je pense. Il y avait un écart qui se faisait un peu comme dans les partis politiques entre les hommes de terrain qui voyaient une précarité, qui voyaient une pauvreté, et pas uniquement dans les pays d'Amérique latine, et pas uniquement en Afrique, également dans des maisons autour de l'Église et également dans nos communes, qui voyaient de plus en plus des questions écologiques et qui voyaient un monde qui tournait mal, mais où on ne pouvait pas joindre ces différentes questions. Ici, par l'encyclique, on a un carrefour historique. Vous savez que je pense qu'on est au carrefour de toutes les crises, mais que c'est justement l'occasion de repenser un modèle qui retrouvera de la place pour de la profondeur, pour un meilleur mode de vie ensemble, qui va se rendre compte aussi qu'on n'ira pas en arrière par rapport aux échanges humains. Donc il faut se rendre compte, pour moi, une des grandes questions aussi, et l'Église a un rôle crucial à jouer là-dedans, parce que, par exemple, ce cheminement de l'encyclique Laudato Si n'est pas encore fait dans le Coran. Il existe, mais il n'est pas encore fait de pouvoir tenir compte, notamment, je parlais de démographie, mais ce sont des questions morales, ce sont des questions également par rapport à la place de la femme au sein de certains courants religieux, mais on a un enjeu majeur de se rendre compte qu'on va vivre ensemble, qu'on va de plus en plus voyager, même si ça a un gros impact carbone, qu'on va avoir besoin d'immigration dans moins de 20 ans en Belgique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, notre population vieillit, et donc on a besoin de nouveau de faire des appels à des forces de travail, et que nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes. C'est lorsque les églises se sont ouvertes aux sans-papiers, c'est lorsque les églises se sont ouvertes aux réfugiés, c'est lorsque l'église accueille le plus pauvre ou le plus malheureux qu'elle trouve le plus son sens encore et qu'elle réussit à faire des réconciliations avec des publics qui sont désœuvrés, y compris intellectuellement. Je pense que notre pape nous le permet et j'essaierai de faire la même chose dans mon engagement politique. Voilà les questions. Il me reste à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement, Monsieur Javot, pour cette soirée passée ensemble, qui peut d'ailleurs se prolonger encore autour d'un petit verre qui va vous être offert maintenant. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ces 3 conférences de Carême et qui ont ainsi pu prendre connaissance avec des textes, avec un texte, une encyclique que d'habitude on ne lit pas. Il ne faut pas se faire d'illusions dans l'Église. On dit que le pape publie des encycliques, mais on ne les lit pas. Ici, on a quand même eu envie, au moins je crois, par ces 3 conférences, de prendre une connaissance effective de ce texte dont vous avez souligné l'importance. Je vous assure qu'il ne m'a pas demandé, mais vous savez que vous avez un doyen assez impressionnant hein, et une communauté. Donc, enfin, je ne me présente pas dans la région, hein, mais très, très sérieusement, enfin, j'ai un fils qui s'appelait Théo, l'autre s'appelle Augustin, j'ai vu le collège en arrivant, donc vous voyez dans la recherche, mais il y avait un petit temps que je n'avais plus rencontré un esprit aussi profond, taquin, qui aime l'échange et qui respecte la différence. Et donc, je pense que vous faites beaucoup de bien aussi à l'Église. Donc, bonne continuation à vous. Ça, c'est gentil.